Bonjour à tous et bienvenue dans Smart Patrimoine. Smart Patrimoine, l'émission qui vous accompagne dans la gestion de vos finances personnelles, mais l'émission qui décrypte également avec vous les enjeux et les actualités du secteur de la gestion de patrimoine. Une émission que vous pouvez retrouver tous les jours sur Smart for Change, sur les réseaux sociaux de Smart for Change. Et bien sûr, vous pouvez nous écouter en podcast sur toutes les plateformes de podcast. Au sommaire de cette édition, nous commencerons tout d'abord avec l'écho des cryptos, le rendez-vous dédié aux crypto-monnaies ou aux crypto-actifs de Smart Patrimoine. Et en l'occurrence, nous reviendrons sur les dernières annonces du président des États-Unis, Donald Trump, notamment cette volonté d'intégrer un certain nombre de crypto-monnaies dans les réserves stratégiques des États-Unis. Nous reviendrons dessus avec Salomé Tiblougalas, superviseur blockchain et crypto chez KPMG France. Et nous en profiterons également pour évoquer un des plus gros hacks de l'histoire des plateformes d'échange centralisées, celui de Bybit qui est intervenu fin février. Ce sera la première partie de l'émission. Nous enchaînerons ensuite avec Enjeu Patrimoine, un enjeu patrimoine consacré au pacte Dutreil. Pacte Dutreil qui a été remis en cause durant les discussions qui ont pu avoir lieu sur les différents projets de loi de finances ces derniers mois. Est-ce le moment ou jamais de bénéficier d'un tel dispositif? Nous en parlerons avec Aïda Kamoun, avocate fiscaliste chez Villaret Avocats, mais aussi avec Laurence Bach, ingénieur patrimonial chez Cara Capital. Et puis enfin, dans la troisième partie de l'émission, dans l'œil de l'expert, nous retrouverons Vincent Roger, senior advisor private equity au sein de la financière d'Orion, pour faire un focus spécifique justement sur l'investissement en private equity, le phénomène private equity au sein des gestions patrimoniales. On se retrouve tout de suite sur le plateau de Smart Patrimoine. Et nous commençons tout de suite avec l'écho des cryptos, le rendez-vous dédié aux crypto-monnaies ou aux crypto-actifs de Smart Patrimoine. Et nous allons évidemment revenir sur les annonces du début de semaine de Donald Trump sur son réseau social qui annonce que les États-Unis vont constituer une partie de leurs réserves stratégiques en Bitcoin, Ether, XRP, Solana et Cardano, donc en crypto-monnaie. Pour en parler, nous avons le plaisir de recevoir sur le plateau de Smart Patrimoine Salomé Tiblougalas. Bonjour Salomé Tiblougalas. Bonjour Nicolas. Vous êtes superviseur blockchain et crypto chez KPMG France. On a eu cette annonce donc de Donald Trump qui est arrivée il y a un peu moins de 48 heures. On a vu les cryptos en question progresser suite à l'annonce avant de toutes reculer d'ailleurs, enfin en tout cas de perdre leurs gains dans la journée, ce qui invite à se poser un certain nombre de questions sur que comprendre déjà de l'annonce de Donald Trump et comprendre l'impact un petit peu sur le marché crypto. Comment est-ce que vous analysez cette nouvelle depuis 48 heures, Salomé Tiblougalas? Tout le monde s'y attendait, en tout cas sur Bitcoin, puisqu'il y avait déjà eu des annonces. On s'y attendait moins sur les autres cryptos et on se demande un peu ce qui va réellement aboutir de cette annonce. Effectivement, on s'y attendait sur Bitcoin parce qu'il l'avait déjà annoncé, moins sur les autres cryptos, parce qu'on le redit, mais il inclut aussi de l'Ethereum, du Cardano, de XRP et du Solana. Et il justifie un peu cette annonce en disant que c'est une façon de soutenir l'écosystème, aussi en réponse avec une administration Biden qui était un peu moins en faveur. Et on peut aussi le mettre en perspective avec une autre annonce qu'il a faite récemment sur l'audit des réserves en or des États-Unis détenues à Fort Knox, donc historique parce que ça n'a pas eu lieu depuis 1974. Bien sûr. L'audit total remonte aux années 50 et on se l'explique très facilement, c'est qu'aujourd'hui auditer des réserves en or, ça demande de déployer des moyens absolument considérables en termes de temps, en termes de coûts et surtout en termes de sécurité. Et donc dans un contexte où de plus en plus d'États et donc notamment les États-Unis envisagent de faire des réserves stratégiques en Bitcoin et dans d'autres cryptos, eh bien ça voudrait dire que n'importe quel citoyen pourrait venir auditer en temps réel les réserves de son pays. Donc c'est à mettre en regard finalement de cette volonté d'aller auditer les réserves en or en se disant effectivement on a Bitcoin qui pourrait servir de réserve de valeur et qui serait plus facilement auditable. C'est comme ça qu'il faut l'interpréter selon vous? C'est une des caractéristiques qui est intéressante parce que ça fait partie de l'essence même de Bitcoin. Après, on l'a vu, en effet, ça a eu un impact sur les marchés financiers à court terme, c'est redescendu ensuite. Mais si on regarde plus, en effet, sur les caractéristiques de la technologie, ça, c'est un des avantages. L'autre, c'est que s'il y a un écart important aussi entre les chiffres attendus de cet audit et l'or comptabilisé, ça pourrait créer une sorte de crise de confiance envers le dollar. Là, on parle de l'audit en or, pour le coup. L'audit en or, bien sûr, qui est nuancé parce que depuis la sortie des accords de Bretton
Wood, le dollar n'est plus indexé sur l'or, donc c'est une valeur hautement symbolique. Mais ça aussi, ça pourrait pourquoi pas renforcer la crédibilité de Bitcoin en tant que réserve de valeur sur le long terme. Dans tous les cas, c'est intéressant pour les États-Unis d'aller diversifier leurs réserves et d'inclure des crypto-monnaies. Un mot rapidement de la réaction des marchés financiers depuis 24-48 heures. Lorsque Donald Trump a été élu, on a vu les marchés crypto s'en féliciter. On aurait pu s'attendre qu'une annonce comme celle qu'a fait Donald Trump hier, il y a 48 heures, crée une nouvelle impulsion sur les marchés. Ça n'a pas été le cas. Comment est-ce qu'il faut l'analyser ? Pour le coup, nous, on fait moins de conseils d'investissement. Bien sûr. J'aurais plus de mal à l'analyser, en tout cas sur le court terme. Ce qui est sûr, c'est que dès que Trump ou Musk font une annonce sur les crypto-monnaies, on peut voir l'impact que ça a sur les marchés financiers. Ça réagit en tout cas, ça c'est sûr. Réagit, ça c'est sûr. Ce qui est sûr aussi, c'est que sur le long terme, Bitcoin a quand même une tendance assez haussière, comme le reste des crypto-monnaies. Donc je pense que ce sera vraiment intéressant déjà de voir si cette réserve en crypto-monnaie est vraiment constituée. Si Bien sûr. Pour l'instant, on est dans l'annonce, effectivement. On est dans l'annonce. Qu'est-ce qui sera alloué à chacune des crypto-monnaies ? On s'est étonné du fait qu'il inclut aussi du XRP, du Solana, du Cardano. Donc il faudra voir quelle est la répartition entre ces actifs et on verra aussi quel est l'impact à long terme et quels autres pays peut-être suivent aussi. Il y a le Salvador, il y a le Bhoutan qui ont déjà des réserves en crypto. Donc à voir comment le reste des pays suit les États-Unis. Autre actualité dans le monde des cryptos, le 21 février dernier, Bybit, la plateforme Bybit a été victime d'un des plus gros hacks de l'histoire des plateformes d'échange centralisées. On parle d'1,4 milliard de dollars, si je ne dis pas de bêtises, alors en Ethereum. Qu'est-ce qui s'est passé concrètement, Salomé Tiblougalas ? Bien déjà, c'est un des plus gros hacks de l'histoire de la finance au sens large, le plus gros hack de l'histoire des plateformes d'échange de crypto-monnaies. Mais le fait que ce soit de la finance au sens large est encore plus impressionnant. Pour comprendre, déjà, on revient rapidement sur la façon dont les plateformes sécurisent leurs fonds. Elles utilisent des cold wallets qui sont des portefeuilles hors ligne qui sont très sécurisés, mais par contre qui sont un peu moins pratiques. Et elles utilisent des solutions multisig, donc des solutions de conservation que propose dans le cas de Bybit un prestataire qui s'appelle Safe et qui permettent d'appliquer des règles de gouvernance au wallet. C'est-à-dire qu'il ne faut pas une seule personne pour valider une transaction, mais dans le cas de Bybit, il en fallait 3. D'accord. Qu'est-ce qui s'est passé ? C'est cette interface proposée par Safe qui a été manipulée, puisqu'un groupe de hackers nord-coréens qui s'appelle Lazarus, qu'on a identifié notamment parce que des adresses utilisées avaient déjà été identifiées lors de précédents hacks, eh bien, ont manipulé l'interface utilisée par les signataires de Bybit pour leur faire signer à leur insu une transaction qui leur donnait le contrat total sur le portefeuille. Et à partir de là, ils ont siphonné l'intégralité des fonds qui s'y trouvaient. On parle de 75% des réserves en Ether des utilisateurs de Bybit, qui correspondaient à peu près 400 000 Ether. Et alors là, qu'est-ce qui peut se passer pour les utilisateurs, pour la plateforme ? Quelle suite ? Est-ce qu'ils vont pouvoir être remboursés ? Est-ce que du coup c'est une perte sèche ? Comment ça se passe ? Eh bien justement, dès qu'ils ont obtenu les fonds, évidemment les hackers les ont envoyés vers une multitude d'adresses de manière à compliquer leur traçabilité. Mais là aussi, on insiste sur le mot compliqué. D'accord. On l'a dit avec Bitcoin, la blockchain c'est une technologie qui reste transparente, qui reste traçable. Et donc il y a une sorte de course contre la montre qui s'est initiée contre ces hackers nord-coréens pour tenter d'identifier les adresses sur lesquelles se trouvent ces fonds et les geler avant qu'ils ne soient blanchis. Et d'ailleurs, Bybit a lancé un programme de bounty, donc de récompense pour les enquêteurs on-chain qui leur permettrait de récupérer certains fonds. Ça veut dire qu'on peut continuer à suivre, simplement il faut aller plus vite que les fonds en question, si je comprends bien. Exactement. Ou au moins aussi on peut vite. Essayer de les geler avant qu'ils ne soient blanchis, parce qu'une fois qu'ils sont sortis de l'écosystème, évidemment, c'est plus compliqué de les tracer. Qu'est-ce qu'il faut retenir d'une attaque d'une telle ampleur pour l'écosystème, Salomé Tiblougalas ? Deux choses à retenir. La première, c'est que c'est avant tout une attaque Web 2 appliquée à l'écosystème Web 3, puisque ce n'est pas une faille dans un smart contract ou dans un protocole qui a été exploité. C'est bien une faille humaine, c'est une interface qui a été manipulée, c'est ce qu'on appelle de l'ingénierie sociale. D'accord. Le deuxième point, c'est que... Qui ensuite a été appliqué à une plateforme d'échange crypto, mais qui aurait pu arriver sur une autre plateforme, si je comprends bien. Exactement. D'accord. Et le deuxième point, c'est que si c'est un hack d'une ampleur absolument inédite, eh bien, il y a une gestion de crise qui est plutôt réussie, parce que le CEO d'ailleurs de Bybit a pris la parole, Benzou, très rapidement, avec une communication claire, transparente, assurant à ses utilisateurs qu'ils restaient solvables. Il n'y a pas eu de contagion au reste de l'écosystème, ils ont pu assurer l'intégralité des retraits, ils avaient une bonne gestion des réserves et ils ont même eu le soutien d'autres plateformes qui leur ont prêté des Ethers pour être sûrs de pouvoir continuer les opérations en attendant qu'ils les récupèrent ou qu'ils les rachètent. Et les utilisateurs sont assurés de récupérer leurs fonds ou
Ça, c'est pas encore tout à fait clair. Les utilisateurs, encore une fois, ont pu continuer à retirer leurs fonds. C'est 1,4 milliard qui ont été pris à Bybit, mais derrière, ils ont encore 20 milliards d'actifs d'autres cryptos sous gestion. S'ils ne récupèrent pas ces fonds, ils rachèteront les Ethers en question, et dans tous les cas, ils restent solvables avec une couverture à 1 pour 1 des actifs des utilisateurs, jusqu'à maintenant. Merci beaucoup Salomé Tiblou-Guelas de nous avoir accompagnés dans Smart Patrimoine. Je rappelle que vous êtes superviseur blockchain et crypto chez KPMG France. Merci beaucoup. Merci Nicolas. Et quant à nous, on se retrouve tout de suite dans Enjeu Patrimoine. Et nous enchaînons à présent avec Enjeu Patrimoine, un enjeu patrimoine consacré au pacte Dutreil. Et on va notamment se demander jusqu'à quand nous allons pouvoir faire appel à ce dispositif alors qu'il a pu être remis en cause ou en tout cas critiqué à l'occasion des différentes discussions qu'il y a pu avoir sur les différents projets de loi de finances. Pour en parler, nous avons le plaisir de recevoir sur le plateau de Smart Patrimoine Aïda Kamoun. Bonjour Aïda Kamoun. Bonjour. Vous êtes avocate fiscaliste chez Villaret Avocats et à vos côtés, nous avons le plaisir d'accueillir également Laurence Bach. Bonjour Laurence Bach. Bonjour. Vous êtes ingénieur patrimonial chez Cara Capital. Alors on va revenir évidemment sur les différentes critiques qu'a pu essuyer le pacte Dutreil, les raisons de ces critiques et potentiellement votre estimation du temps qui reste au pacte Dutreil également. Mais juste avant, peut-être Aïda Kamoun, on peut redéfinir très rapidement le dispositif pacte Dutreil pour les gens qui nous écoutent, pour les chefs d'entreprise qui potentiellement voudraient transmettre leur entreprise. Le pacte Dutreil, qu'est-ce qui leur permet ? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que, ça on le sait, c'est que le barème des droits de mutation à titre gratuit, donc droit de succession, droit de donation, est très élevé en France. Bien sûr. Lorsque un héritier en ligne directe, un enfant, va percevoir de l'argent, il va être taxé à hauteur de 45% à partir de 1 800 000 €. Et le patrimoine du chef d'entreprise est principalement constitué de sa société. Il a très peu de liquidités. Donc, ce qui fait qu'il a du mal à transmettre son entreprise. Bien sûr. Donc, ce qui s'est passé, c'est que pour pallier à ça, il a fallu mettre en place un nouveau dispositif qui est le pacte Dutreil. Pourquoi ? Parce que avant sa création, en fait, dans les années 2000, le chef d'entreprise n'arrivait pas à transmettre, ce qui fait qu'il vendait. Donc il y avait de la délocalisation et donc de la perte d'emploi. Et c'est pour ça qu'on a mis en place ce dispositif, parce qu'il était hors de question de toucher au barème des droits de mutation. Et donc on a mis en place le pacte Dutreil. Pacte Dutreil qui va permettre, en fait, de payer des droits uniquement sur 25% de la valeur de l'entreprise, en respectant un certain nombre de conditions qui sont très strictes. Bien sûr, notamment la détention effectivement des parts transmises. La détention, il va y avoir des obligations d'engagement de conservation pendant au moins 2 ans. Ensuite, un engagement individuel de 4 ans à compter de la donation. Il y a des conditions liées à l'activité exercée par la société, etc. Et en plus, il va y avoir un dispositif qui va venir se cumuler à ça. Lorsque le donateur a moins de 70 ans, il va pouvoir aussi y avoir une réduction d'impôt de 50%. Donc, dans une situation optimale où, par exemple, on a un chef d'entreprise qui va transmettre une entreprise qui vaut 2 millions d'euros à son enfant et que ce chef d'entreprise a moins de 70 ans, sans le pacte Dutreil, le coût de l'opération, il serait d'environ 617 000 €. D'accord. Auquel il faudrait ajouter tout le coût de la distribution de dividendes, parce que comme il n'a pas de liquidité, en fait, il va falloir distribuer du dividende, payer de l'impôt dessus pour pouvoir payer. Oui, bien sûr. Grâce au pacte Dutreil et grâce aux 2 leviers, donc pacte Dutreil plus réduction d'impôt de 50%, on va être de l'ordre de 39 000 €. Donc on voit quand même un impact énorme, une différence de 550 000 €. Laurence Bach, donc ça c'est effectivement l'incitation fiscale à la transmission d'entreprise, avec notamment derrière, j'imagine aussi cette volonté de conserver les emplois et de conserver l'activité telle qu'elle existait avant la transmission. Pourquoi est-ce que on a vu autant de critiques, on a lu autant d'articles sur la remise en cause du pacte Dutreil ? Je crois même que celui qui est à l'origine du pacte Dutreil, Monsieur Dutreil, a pris la parole pour défendre le pacte Dutreil. Qu'est-ce qui s'est passé ? Qu'est-ce qu'on reproche à ce pacte Dutreil ? Alors, il y a des nombreux rapports qui ont été rendus qui ont indiqué que le pacte Dutreil, en fait, dans le cadre de la transmission en fait, de l'héritage, favoriserait l'accroissement des inégalités. D'accord. Voilà, puisque pourquoi
En fait, on a tendance à penser que le pacte Dutreil n'a vocation à s'appliquer que dans le cadre de la transmission familiale. Déjà, c'est faux. En fait, le pacte Dutreil, il est ouvert à toute personne. C'est souvent des gens dans le cadre de la famille proche, parce que généralement, on transmet, bien sûr. On transmet plus généralement aux enfants, puis surtout des études ont été faites et il est prouvé qu'en fait que lorsque l'entreprise reste dans le giron familial, généralement elle a une pérennité qui s'inscrit plus dans la durée en fait. D'accord. C'est transmis à des tiers. Mais c'est déjà première chose, c'est ouvert aussi à d'autres personnes. Donc accroissement des inégalités, oui. À d'autres personnes, pardon, je précise, qui travaillent dans l'entreprise, qui ont une activité dans l'entreprise, qui sont engagées dans l'entreprise. Voilà, D'accord. Et qui connaissent bien l'entreprise et donc on peut estimer aussi que ces personnes auraient tout à fait vocation en fait à reprendre les rênes de l'entreprise. Oui, on a estimé en fait que c'était un cadeau, une espèce de niche fiscale en fait qu'on accordait aux héritiers en leur accordant cette fameuse exonération de base taxable dont parlait Aïda. Pour autant, il y a d'autres études aussi qui ont été faites qui ont prouvé effectivement que les entreprises qui étaient transmises avec ce dispositif-là avaient vocation à perdurer dans le temps et c'est bien ce qu'on souhaite aujourd'hui. Donc, pour l'instant, bonne nouvelle, c'est que le pacte Dutreil n'a pas été remis en cause par la dernière loi de finances. Alors, sur la dernière loi de finances du gouvernement Bayrou, j'ai pas réussi à retrouver le nombre d'amendements qui avaient été déposés, mais en tout cas, celle pour la loi de finances du temps du gouvernement Barnier, il y avait eu 25 amendements déposés, donc il y a quand même un certain nombre de députés qui sont opposés à ce pacte Dutreil, ou en tout cas qui veulent le durcir. Est-ce qu'aujourd'hui, il évolue ce pacte Dutreil ou est-ce qu'il est sauvé, en tout cas, pour les prochaines années? Alors, c'est ce qu'on disait aujourd'hui. Pour l'instant, la dernière loi de finances n'y a pas touché. Alors après, personne ne sera en mesure de dire aujourd'hui, surtout vu le climat d'instabilité politique que nous connaissons, que ce dispositif tel que nous le connaissons aujourd'hui a vocation à perdurer. En fait, depuis sa création dans les années 2000, le pacte Dutreil, il a été énormément modifié. D'accord. Mais ça a toujours été des modifications positives, c'est-à-dire pour élargir son application ou en faciliter son application. Et ce n'est que depuis 2-3 ans, pour des raisons politiques, qu'il y a cette tendance à vouloir soit le restreindre, soit complètement le supprimer. Parce que quoi, c'est considéré comme une niche fiscale en disant... En réalité, vous il y a pouvez ce que vous évoquiez tout à l'heure, le problème de l'inégalité des chances qui est soulevé. Il y a aussi eu un argument d'ordre budgétaire, en disant il coûte trop cher. Mais c'est un débat qui est compliqué. Ou il ne rapporte pas ce qu'il pourrait rapporter Non, s'il en fait, pas. il y avait eu une étude qui a été sortie par le Conseil d'analyse économique en 2021 qui avait estimé le coût à 2-3 milliards pour le pacte Dutreil, pour l'État. Mais à la sortie, lors de la préparation du projet de loi de finances pour 2025, l'administration fiscale a, elle, sorti un chiffre de l'ordre de 800 millions d'euros. D'accord. Donc on est quand même sur une différence de chiffres sûr. énorme. Et donc un impact finalement sur le budget de l'État qui n'est pas si significatif que ça, surtout lorsqu'il va permettre en fait de transmettre des milliers d'entreprises. De conserver des emplois. De conserver des emplois, d'éviter la délocalisation et d'éviter aussi la fermeture peut-être de certaines entreprises qu'on ne pourrait pas transmettre. Mais j'ajouterais aussi simplement qu'il y a eu des abus aussi. C'est pour ça que, notamment en fait, les chefs d'entreprise avaient parfois tendance à, en transmettant l'entreprise, aussi transmettre des actifs privés. Et ça, c'est pas le but du dispositif. C'était justement, c'est ce que je lisais un peu effectivement en préparant cette émission. Il y a une des critiques, c'était notamment qu'on pouvait transmettre de l'immobilier acheté avec une entreprise, des œuvres d'art achetées avec une entreprise. Et c'est là où ce qui a pu cristalliser aussi certaines critiques, parce qu'il y a eu quelques abus, si je comprends bien. C'est ça. Et l'un des amendements dont vous parliez qui a été déposé, justement, vise en fait à recentrer en fait l'exonération uniquement sur les actifs éligibles à l'activité. D'accord. Alors après, cet amendement n'a pas été retenu, et on en comprend tout à fait le sens. Après, il serait aussi compliqué, difficile à mettre en œuvre, parce que par exemple, la trésorerie, dans quelle mesure est-elle affectée ou non en fait à l'activité, voilà. Bien sûr, oui. Oui, parce que l'amendement en question, donc, ou les deux amendements en question, viseraient à faire sortir la trésorerie, mais aussi les investissements immobiliers ou les investissements en œuvres d'art. D'accord. Et ça, c'est l'un des amendements. Et l'autre aussi qui avait été évoqué, c'était sur la transmission en fait de la vente après ultérieure de titres qui avaient bénéficié du dispositif Dutreil. En prévoyant que le prix d'acquisition à retenir serait avec l'abattement, ce qui n'était pas le cas aujourd'hui, ce qui aurait vocation à augmenter considérablement l'impôt de plus-value. Cette émission s'appelle Pacte Dutreil, le moment ou jamais. Je vous pose la question à toutes les deux. On va commencer avec vous, Laurence Bach. Vos clients, entrepreneurs, chefs d'entreprise, dirigeants, possédant une bonne partie du capital de l'entreprise, c'est le moment ou jamais de réfléchir à sa transmission avant potentiellement une prochaine remise en cause du Pacte Dutreil? C'est toujours le moment de réfléchir à sa transmission. Et
Et alors, il y a deux choses. Est-ce que c'est le moment, en fait, effectivement, pour initier cette réflexion et conclure le fameux engagement collectif de conservation dont parlait Aïda? Oui, puisque... Ça se prépare en combien de temps, un pacte du trail? Ça se prépare sur le long terme, parce qu'en fait, il faut faire intervenir, donc, bien sûr, le chef d'entreprise, les repreneurs, famille ou non, sont souvent de la famille, et aussi différents intervenants, avocats, notaires, family officers, experts comptables, bien sûr. Donc oui, c'est un dispositif qui se réfléchit sur la durée. L'engagement collectif de conservation, on a dit qu'il était d'une durée minimale de 2 ans, mais c'est une durée minimale. On a tout intérêt à le conclure, puisque de toute façon, ça n'engage à rien. Soit on fait la transmission ultérieurement et on vérifie qu'au moment où on a fait l'engagement collectif, les conditions étaient bien remplies et on peut s'en prévaloir, soit on fait un nouvel engagement, mais ça n'engage à rien. Donc c'est toujours le moment, en fait, d'initier cette réflexion et de commencer à conclure ce pacte. Après, pour ce qui est de la transmission, il faut voir si à côté tous les signaux sont ouverts, si on a bien identifié le repreneur, si on a vérifié comment potentiellement il pouvait désintéresser les autres enfants. Bien sûr. Voilà. Et si tous ces signaux sont ouverts, effectivement, oui, allons-y, profitons-en. Aïda Kamoun, le moment ou jamais, avec cette idée de potentielle remise en cause à venir. Oui, c'est toujours mieux d'anticiper sa transmission, mais parfois, on n'a pas envie de lâcher les rênes de l'entreprise tout de suite. Non, on n'est pas obligé. Et comme on l'a dit, on peut commencer à initier, à y réfléchir. Il faut se dire que le pacte du Treuil, c'est beaucoup de conditions qui sont complexes. D'accord. Et qui, en plus, vont venir s'insérer dans un cadre encore plus large. Parce qu'il va falloir le penser avant. Il y a le cercle familial. Quels sont les enfants qui vont être dans l'entreprise? Quels sont les enfants qui ne vont pas l'être? Est-ce qu'on a les sommes nécessaires pour payer cette opération? Quelle est la valeur de mon entreprise, etc. Donc il y a un certain nombre de questions qu'on se pose en amont, qu'il faut préparer pour réfléchir à sa transmission. Ensuite, il faut vérifier qu'on remplit bien les conditions du pacte du Treuil et faire en sorte qu'on remplit les conditions jusqu'à la fin de l'opération pour éviter la remise en cause par l'administration fiscale, parce que là, ça aurait été des conséquences financières énormes. Et on peut préparer aujourd'hui et s'assurer que du coup on bénéficiera de ces conditions si jamais la législation venait à évoluer, ou ce qui fait foi de toute façon c'est le moment où la transmission a lieu? Non, alors généralement ce sera au moment de la transmission a lieu, parce que la loi de finances est rétroactive. D'accord. Et pour l'amendement dont vous avez parlé sur la plus-value, ce sera même au moment de la vente, donc ce sera même postérieurement à la transmission. D'accord, donc on n'est jamais vraiment sûr effectivement, mais bon ça vaut pour pas mal d'autres sujets également. Merci beaucoup à toutes les deux. Merci Aïda Kamoun, avocate fiscaliste chez Villaret Avocat. Merci Laurence Bach, ingénieur patrimonial chez Cara Capital. Et quant à nous, on se retrouve tout de suite dans l'œil de l'expert. Et nous finissons cette émission avec l'œil de l'expert, où nous allons évoquer le phénomène private equity dans la gestion de son patrimoine. Pour en parler, nous avons le plaisir de recevoir sur le plateau de Smart Patrimoine Vincent Roger. Bonjour Vincent Roger. Bonjour Nicolas. Vous êtes senior advisor private equity au sein de la financière d'Orion. Le private equity est donc un sujet que vous connaissez bien. Et alors, parlez-nous un peu de ce phénomène private equity. C'est vrai qu'on a l'impression que dans la gestion de patrimoine, dans les stratégies de gestion de patrimoine, il est de plus en plus difficile de ne pas intégrer le sujet private equity. Bien, effectivement, tout d'abord, il faut revenir un petit peu en arrière rapidement pour mesurer le chemin qui a été parcouru et prendre l'ampleur du phénomène private equity. Très concrètement, si on regarde très rapidement l'histoire, auparavant, le private equity est réservé aux grandes familles et puis quasiment exclusivement aux investisseurs institutionnels. Les seuils d'accès sont très élevés, plusieurs millions d'euros. Et pour l'épargnant privé, l'épargnant particulier, on ne s'y intéresse qu'à des fins fiscales au travers de ce qu'on appelle des produits de défiscalisation, FCPI, Fonds commun pour l'innovation, fonds d'investissement de proximité, pour gommer en fait de l'impôt et ou de l'impôt sur la fortune. Et arrêtez-moi si je me trompe, mais généralement ces dispositifs fiscaux s'accompagnent aussi d'investissements globalement risqués. Absolument. Donc on porte 100% de risque. Et puis si on regarde du côté des holdings patrimoniales, on est sur le dispositif 150 Beter qui n'a qu'une seule vocation, c'est-à-dire en fait le gommer ou partir sur du sursis d'impôts et d'imposition. Aujourd'hui, le private equity se démocratise. Exactement, avec une accélération depuis 2018-2019 et avec l'émergence de nouvelles classes d'actifs qui sont des classes d'actifs et des sous-classes d'actifs sur les actions, donc petites, moyennes, grande capitalisation, primaire, secondaire, sur de la dette,
pareil, primaire, Bien sûr. secondaire, de la dette stressée, de la dette mezzanine, des infrastructures. C'est vrai qu'on dit private equity, mais on devrait dire non coté, puisqu'en fait, Exactement. private equity, c'est en action, et il y a aussi les obligations non cotées. Ouais. Tout à fait. Tout ça, c'est l'univers du non-coté. Donc, toute cette émergence de nouvelles classes et sous-classes d'actifs permet dorénavant de faire une gestion diversifiée, sectoriellement. On n'est plus uniquement cantonné à la technologie. On peut aller sur d'autres secteurs, services financiers, biens d'équipement, santé. Bien sûr. Et puis on peut se diversifier géographiquement. On n'est plus uniquement concentré sur l'Europe. On peut avoir accès aux gisements très importants qu'il y a sur les États-Unis, voire sur l'Asie. Donc tout ça permet de bien bâtir et de bien construire en fait des allocations d'actifs. Faut-il disposer d'un patrimoine minimum pour aller en private equity, ou est-ce qu'on voit justement les seuils s'abaisser avec cette idée de démocratisation ? Alors, il vaut mieux y consacrer une part raisonnée et raisonnable de son patrimoine global. Hein. On imagine plutôt 15 à 20%. Si on regarde les statistiques aujourd'hui, on en est très loin, puisqu'en fait, en l'espace de 2-3 ans, on est passé à peu près de pas grand-chose à 3 fois plus, mais 3 fois plus qui reste cantonné à peu près à 5%. Bien sûr. Si on regarde du côté des grandes familles, on est plus, des grandes familles françaises, on est plus aux alentours d'une vingtaine de pourcents. Et si on se projette sur les États-Unis, outre-Atlantique, là on est quasiment presque à 30%. Sans faire de conseils d'investissement, quel conseil vous donneriez à des professionnels ou des particuliers qui regarderaient de plus près l'investissement en non-coté ? Alors, je partirais sur un principe de base. Hein. Quand on investit en fait sur des actifs non cotés, donc par nature et liquides, on s'inscrit sur une stratégie de moyen-long terme. Et si on s'inscrit là-dedans, il vaut mieux en fait bien comprendre et bien analyser le type d'entreprise sur lequel on va. Une start-up, une entreprise en restructuration ne porte pas le même risque qu'une entreprise très développée et mature. Ça, c'est le premier conseil de base. Ensuite, bien utiliser justement le panel de différentes classes d'actifs non cotés sur lequel on peut investir. Ça permet de déconcentrer une allocation d'actifs et une stratégie d'investissement, et ça permet de la décorrélation. Un autre principe également qui est très important par rapport à une industrie qui est en plein boom, c'est celle de bien choisir en fait son partenaire. Bien sûr. Il vaut mieux aller chez des gens qui sont déjà très aguerris, qui ont déjà une expérience et des équipes qui sont très étoffées pour éviter tous les écueils. Et puis, bien regarder évidemment les performances bien éprouvées en fonction des différents cycles économiques qu'on a pu traverser. Même si les performances passées ne présagent pas des performances futures, rappelons-le. Tout à fait. Et deux dernières petites remarques. On est aujourd'hui peut-être sur un niveau d'entrée ou un point d'entrée qui reste intéressant. C'est impossible de faire du market timing en private equity, mais on a des multiples qui ont corrigé, qui sont passés grossièrement à peu près de 12, presque 13 à 9. D'accord. Donc le point d'entrée intéressant. Et puis des enveloppes comme l'assurance vie, l'épargne retraite, sont des enveloppes qui sont parfaitement adaptées en fait au cycle d'investissement qui est du moyen long terme. Ce sont des enveloppes pour de l'épargne moyen long terme. Merci beaucoup Vincent Roger, Senior Advisor Private Equity au sein de la financière d'Orion. Merci à vous également de nous avoir suivis et je vous dis à très vite sur Be Smart for Change.